démarche de ce nouveau Café Préhistoire, le musée laurégnatien a le plaisir d'accueillir Valentina Vaca. Valentina Vaca est doctorante au laboratoire Traces de Toulouse. Elle est spécialisée en tracéologie, portant notamment sur la période du Paléolithique moyen, période de l'homme de Néandertal. Ses recherches portent sur les activités quotidiennes réalisées par les Néandertaliens à travers l'étude des différentes utilisations des outils en pierre à travers deux secteurs d'études, donc le sud-ouest de la France et le nord de l'Italie. Ce soir, Valentina vient donc nous parler de sa spécialité, la tracéologie. De par ce type d'analyse, il nous est alors possible d'étudier les modes de vie de nos cousins éloignés et aujourd'hui disparus. Quelles activités domestiques pratiquaient-ils? Quels outils employaient-ils? Ces pratiques techniques et sociales sont-elles similaires d'une région à l'autre? Ça, on va voir si effectivement on a des réponses déjà dès aujourd'hui. Tout autant de questions et d'interrogations qui viennent alimenter finalement nos réflexions sur ces groupes humains disparus il y a près de 30 000 ans. Je laisse donc dès à présent la parole à notre invité et vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. J'attends juste le diapo. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc le but de cette conférence, c'était de vous présenter comment les préhistoriens abordent aujourd'hui l'outillage de populations disparues et comment nos différentes méthodes actuelles nous permettent d'appréhender le quotidien de ces groupes, leur organisation et plus généralement leur mode de vie. Le thème du festival, il était une fois le progrès, m'a aussi donné envie de montrer comment nos progrès et avancées scientifiques permettent de remettre en question la notion de progrès technique à la préhistoire. Donc la découverte de la préhistoire a vu apparaître la volonté de mettre en place, surtout à partir de la moitié du XIXe siècle, une chronologie de l'humanité. Pour ce faire, les scientifiques qui se sont intéressés aux populations disparues se sont appuyés sur ce que l'on appelait à l'époque des fossiles directeurs, à savoir des objets qui seraient représentatifs d'une culture et d'un moment spécifique dans l'histoire humaine. Cette conception de l'histoire de l'humanité est le constat que les prouesses techniques se sont développées au cours de cette histoire, avec des objets de plus en plus élaborés, mais aussi de plus en plus esthétiques, en tout cas à nos yeux, a ainsi fait émerger la notion de progrès technique, mais qui implique également un progrès de l'humanité. Cette vision de la préhistoire est à replacer dans son contexte historique et culturel, car nos regards sur les populations disparues est fortement dépendante de nos mentalités. Pour les historiens des sciences, cette période de la moitié du XIXe siècle est particulièrement intéressante parce que très dynamique. Elle hérite notamment du siècle des Lumières, la volonté de classer et ordonner le monde, et voit naître de grandes avancées scientifiques, dont évidemment la théorie de l'évolution de Darwin. Cette théorie a eu un impact extrêmement important pour la préhistoire, étant donné que les premiers temps de la discipline ont fortement été marqués par ce que l'on appelle l'évolutionnisme, qui consiste à penser que l'histoire humaine aurait connu un progrès allant du sauvage à la modernité, modernité qui est évidemment occidentale. En effet, suite à la révolution industrielle et les méthodes de plus en plus complexes de l'industrie grâce aux machines, le progrès apparaît comme une évidence à l'époque et qui irait donc nécessairement du moins bien vers le mieux. Les préhistoriens de l'époque donnent également ce sens à l'histoire humaine en identifiant les différents jalons qui nous ont portés à cette modernité. Or, presque 2 siècles plus tard, aujourd'hui, les préhistoriens ont complètement changé de paradigme. En effet, le progrès est un concept qui nous semble aujourd'hui de plus en plus problématique, car il véhicule une conception très occidentale et anthropocentrée de l'histoire de l'humanité. Et bien qu'évidemment, on s'intéresse toujours à la chronologie, qui est extrêmement importante, les outils préhistoriques ne nous servent plus uniquement à raconter une grande histoire de l'humanité à travers les innovations des populations qui se sont succédées, mais surtout à restituer le quotidien de ces groupes, leur mode de vie et leur organisation. En effet, les outils que nous utilisons tous les jours, parfois sans même s'en rendre compte, tellement ils sont ancrés dans notre quotidien, sont des témoins de nos normes sociales, de notre façon de consommer, de subvenir à nos besoins, de notre façon de communiquer avec nos semblables, et ainsi de suite. L'outillage permet donc de raconter une partie de l'histoire des groupes humains que l'on étudie en tant que préhistorien.
Donc, afin de tirer le plus d'informations possible de l'outillage, c'est essentiel de prendre en compte toute la biographie d'un outil qui va de l'acquisition de la matière première jusqu'à la production, puis à son utilisation et à son abandon. Alors même si nous sommes aujourd'hui dans des modes de vie complètement différents à ceux préhistoriques, les outils connaissent toujours ce cheminement que l'on appelle chaîne opératoire. Chacune de ces étapes véhicule des informations spécifiques sur les sociétés et les groupes qui utilisent ces outils. Et le but est donc de vous présenter les méthodes que l'on utilise aujourd'hui pour retracer cette histoire et les informations qu'elles peuvent nous apporter. Alors moi, je vais surtout parler de Néandertal parce que c'est ma spécialité, mais évidemment, toutes les méthodes que je vais vous présenter sont appliquées et applicables à n'importe quelle période, et notamment aux périodes de la préhistoire. Donc la première étape de cette biographie pourrait être assimilée à la conception de l'outil, c'est-à-dire le choix de la matière première. En effet, dans notre société, ce choix révèle par exemple des réseaux d'échanges mondiaux qui sont d'ordre économique et politique, avec des matières premières extrêmement éloignées et qui ne sont pas disponibles dans les régions où les téléphones sont le plus vendus, par exemple. Ce choix est également à la source de revendications écologiques, bien sûr, mais également sociétales. Et donc, on voit que ces choix de matières premières est extrêmement parlant et témoignent des problématiques qui sont propres à notre société et à notre époque. Donc, la question qui se pose aux préhistoriens sont donc quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer des outils et surtout, est-ce qu'ils sont locaux ou éloignés ? Donc, la discipline qui permet d'aborder ces questions en préhistoire est la pétrographie, qui a pour principal but d'identifier les roches, leurs particularités minéralogiques et chimiques, afin notamment de remonter à leurs sources. En effet, leur aspect ne permet pas de les identifier d'un coup d'œil, et lorsque l'on étudie des outils en pierre sans être pétrographe, on utilise souvent des termes qui ne sont pas corrects ou très approximatifs. Et voilà, donc ça ne permet pas vraiment d'aller plus loin dans nos interprétations, surtout que ce n'est pas parce qu'on a différentes matières premières qu'elles ne viennent pas nécessairement du même endroit. En effet, les préhistoriques ramassent des blocs de pierre et des galets qui proviennent majoritairement des lits de rivières, qui présentent une grande diversité de roches provenant de gisements différents et qui ont été transportés par l'eau. Le rôle du pétrographe est donc premièrement de cartographier les différentes sources de matières premières et d'y prélever des roches pour constituer ce que l'on appelle une collection de références. Le but est ensuite de trouver des correspondances entre les roches prélevées et celles utilisées par les groupes préhistoriques à travers des critères particuliers comme la structure ou la texture de la roche. Cette identification se fait notamment à l'aide d'un microscope particulier, le microscope électronique à balayage, qui permet de choisir un point particulier sur un objet et de faire des observations très précises sur l'identité de la roche et même de déterminer les éléments qui composent le matériau et leurs proportions respectives. Et donc la provenance des matières premières est particulièrement importante en préhistoire, notamment pour aborder la question de mobilité des groupes, étant donné que l'intérêt est d'estimer la distance entre le site étudié et la source de matières premières. Donc à travers les résultats de la pétrographie, on constate, par exemple pour Néandertal, qu'à des moments très proches, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. Donc l'une consiste à s'adapter à des matières premières exclusivement locales, quelle que soit leur nature, ce qui implique que la matière première n'est pas une contrainte dans les schémas de mobilité, vu qu'on peut s'adapter à tout, et d'autre part, des groupes qui choisissent une matière première en particulier, qui sont prêts à aller chercher parfois à plus de 100 km, et donc à les transporter jusqu'au site qu'on a mis au jour par l'archéologie. Cet éloignement pose aussi la question peut-être de contact entre groupes humains et d'échange. Mais bien sûr, tout ça est encore très préliminaire, on n'a pas encore les réponses à tout ça. La deuxième étape de la biographie d'un outil est ce que l'on pourrait assimiler à la naissance, donc à savoir sa fabrication. Aujourd'hui, tout comme les matières premières que l'on emploie, elles posent des questions écologiques et sociétales et renvoient de nouveau aux problématiques propres à notre époque. Donc les questions qui se posent donc pour nous sont comment fabrique-t-on un outil et avec quel objectif ?
Et c'est donc la technologie qui permet d'aborder ces questions. Donc, contrairement à ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire sélectionner ce que l'on pensait être des outils et tirer des conclusions à partir d'une typologie établie, les technologues étudient tous les restes lithiques sans distinction, y compris ce que l'on considère être des déchets de production, afin notamment de restituer les gestes effectués par les tailleurs pour arriver à leur objectif, à savoir la production d'outils. Cette approche permet donc d'identifier des traditions techniques distinctes et des variations au sein d'une même tradition technique, et donc permet d'aborder la question culturelle, même si évidemment l'outillage ne permet pas à elle seule de définir une culture. L'expérimentation joue un rôle clé dans cette discipline, étant donné que les préhistoriens se sont mis à essayer de reproduire ce qu'ils trouvaient sur les sites, ce qui a amené un nouveau regard sur les spécificités de la taille, sur les contraintes des matériaux, et a permis d'aborder notamment la question du savoir-faire et des questions d'ordre sociologique. Ça a notamment permis donc d'aborder la question de la transmission et de l'apprentissage. En effet, lorsque l'on taille de la pierre, on peut rencontrer des problèmes qui sont parfois dus au bloc en lui-même, à des irrégularités par exemple, mais qui peuvent également être dus à un manque d'expérience du tailleur. Donc ces maladresses laissent parfois des traces que l'on identifie sur le matériel archéologique et qui, quand elles se répètent souvent, peuvent permettre de supposer qu'on est face à un outillage produit par un novice en cours d'apprentissage. Donc on a par exemple ce qu'on appelle des concipients. Oui, là. Donc ces concipients montrent des percussions répétées de nombreuses fois, plus ou moins au même endroit, alors qu'un tailleur expert sait très bien où il faut percuter sur son bloc et enlève normalement un éclat du premier coup. Alors qu'un débutant va essayer plusieurs fois parce qu'il ne connaît pas bien la matière et ses propriétés mécaniques, et va donc essayer de s'y reprendre à plusieurs fois. On a également ce qu'on appelle des cirés, ici, qui sont des enlèvements qui ne sont pas aboutis, car le tailleur n'a pas vraiment bien choisi comment percuter son bloc et à quel endroit. Bien sûr, ça peut arriver à des experts d'avoir des maladresses, mais c'est vraiment la multiplication de ces maladresses qui nous permettent de parler de novices et d'apprentissage dans des périodes préhistoriques. La technologie a aussi donné naissance à une approche un peu différente dans les années 90, qui est l'approche technomorpho-fonctionnelle. Donc, la technologie montre en effet qu'il y a des variations au sein de mêmes traditions techniques, ce qui peut être interprété d'un point de vue culturel et historique. Il peut donc par exemple y avoir des changements de génération en génération et des évolutions de l'outil, et c'est tout à fait vraisemblable. Mais certains préhistoriens ont également évoqué l'idée que ces variations, notamment dans les dimensions et dans les formes, pourraient être liées aux objectifs de ces groupes, à ce qu'ils voulaient faire de leurs outils. En effet, si on prend les exemples de couteaux, les différentes variantes qui existent aujourd'hui traduisent des fonctions particulières et donc leurs propriétés sont adaptées à leurs fonctions. C'est donc tout à fait possible que des différences de forme et de dimension puissent simplement révéler des objectifs qui sont différents dans l'outillage préhistorique. On étudie donc les outils en prenant différentes mesures, comme les dimensions générales, les angles de tranchant, l'épaisseur, etc., et en enregistrant différents critères morphologiques. Ces critères peuvent tout à fait être enregistrés manuellement avec un pied à coulisse, par exemple, mais depuis quelques années, on note une utilisation de plus en plus fréquente de scanners qui permettent de prendre des mesures extrêmement précises. Et au-delà de cette précision, l'avantage de l'utilisation du scanner est surtout ce qu'on appelle la reproductibilité. En effet, un des grands problèmes que l'on rencontre dans nos domaines, c'est que deux spécialistes qui vont étudier le même matériel ne vont pas forcément acquérir les données de la même manière, parce qu'il y a une part de subjectivité qui est importante. Il y a des jours où on n'est pas particulièrement en forme et on se trompe un peu, on ne fait pas les choses précisément. Et les différents chercheurs n'utilisent pas nécessairement les mêmes critères ou de la même manière. Donc automatiser ce processus permet donc d'homogénéiser l'acquisition des données et de permettre également que ces données puissent être facilement reprises par d'autres chercheurs sans que l'on se pose la question de la fiabilité des données acquises.
Donc la prochaine étape de la biographie de l'outil, c'est donc sa vie, à savoir son utilisation. Donc aujourd'hui, par exemple, dans l'évolution du téléphone, on a quelque chose d'assez intéressant parce que le téléphone a en quelque sorte perdu un peu sa fonction primaire. On l'utilise plus tant pour appeler, mais il a acquis plein de fonctions différentes. Et donc c'est aussi intéressant de voir, ce point de vue-là, les différences dans l'utilisation. Se posent aussi des questions du temps d'utilisation. On l'utilise de plus en plus longtemps, à des âges de plus en plus jeunes. Et notamment, on a des problématiques de recyclage, de reconditionnement de ces matériaux et de ces appareils. Donc pour les préhistoriens, évidemment, d'accord, on a des outils, mais à quoi ils servent et quelles sont les activités qui sont menées par les groupes. Donc c'est la tracéologie qui permet d'aborder ces questions-là. C'est une discipline qui a été pensée par Sergueï Asemnov, donc un chercheur russe, qui s'est dit, voilà, parce qu'on avait uniquement la typologie et la technologie à l'époque, et qui s'est dit, notamment à partir de l'ethnographie, que en fait, un outil et sa morphologie, par exemple, ses propriétés, ne permettaient absolument pas de restituer la complexité de l'utilisation. Donc on peut avoir des outils qui sont saisonniers, qui sont attribués à certaines fonctions particulières, etc. Et donc il a trouvé que l'utilisation devait être au centre de nos études sur l'outillage. Et donc il a mis en place une méthodologie qui consiste donc à penser qu'on a forcément, lorsque deux matières rentrent en contact, des traces spécifiques qui sont laissées. Et donc, il va effectuer plusieurs expérimentations. On le fait encore aujourd'hui avec des reproductions d'outils préhistoriques. Et donc, on va reproduire, par exemple, des activités de chasse. Alors, on ne tue pas forcément l'animal, on prend un animal déjà mort ou en utilisant du gel balistique. On fait de la boucherie, du travail de la peau, du travail de fibres végétales ou encore du travail du bois. Et c'est notamment l'ethnographie aussi qui nous inspire beaucoup pour imaginer toutes les utilisations possibles d'un outil, vu que nous, on n'est plus du tout dans ces schémas-là. Et donc, en fait, chaque activité, le geste qu'on va avoir, si on racle ou si on découpe, la matière qu'on va traiter, sa dureté, etc., va laisser des traces caractéristiques de chaque matériau et de chaque geste. Et donc, nous, on les enregistre donc, pendant l'expérimentation. Et le but est ensuite de comparer à notre matériel archéologique pour identifier donc, potentiellement des utilisations des hommes préhistoriques. Donc on a différents types de traces. On a celles qui sont visibles à l'œil nu ou à faible grossissement à travers la loupe binoculaire. Donc on va s'intéresser aux enlèvements qui sont souvent très très petits, mais qui vont être caractéristiques de certaines utilisations. Et ensuite on va utiliser également des microscopes à plus fort grossissement pour voir ce qu'on appelle des polis. Vous voyez qu'il y a différents types de luisance. Il y en a qui sont plus ou moins brillants. Il y en a qui n'ont pas tout à fait la même morphologie, qui ne se répandent pas de la même manière sur la partie active. Et tout ça va nous donner des informations sur la nature de la matière première et le geste employé. Et ensuite, de plus en plus, on a recours à deux types de microscopes qui permettent de scanner la surface des outils, notamment le microscope confocal, donc qui permet de faire une microtopographie qui est donc quantifiée et qui va permettre, là encore, dans cette problématique d'homogénéisation des données, de lisser, d'avoir les mêmes jeux de données, quelle que soit la personne qui les acquiert. Donc, au-delà de quelles activités sont menées sur les sites, la question aussi culturelle de l'utilisation est extrêmement importante. En fait, on ne peut pas uniquement se limiter à l'outillage en lui-même, à son aspect, à sa manière d'être fabriqué, parce qu'on peut très bien avoir un outil et des activités similaires, et pourtant qui évoluent dans des contextes culturels différents. Et c'est là l'utilisation qui va montrer ces traditions distinctes, alors qu'on a des outils très similaires. D'autre part, également, un outil et une activité similaire ne veut pas dire forcément qu'on a une gestuelle et une posture qui est partagée. Donc, notamment, les scribes égyptiens écrivaient sur leur avant-bras, soit debout ou avec un genou au sol. Les scribes médiévaux écrivaient plus ou moins comme nous, mais sans ne jamais avoir de contact entre la main et la feuille. Donc, ils écrivaient à main levée,
parce que le papier était très cher, enfin les parchemins. Et aujourd'hui, on n'écrit plus de cette manière-là. Et dans l'autre sens, ce n'est pas parce qu'on a une même activité que les groupes humains vont forcément produire les mêmes outils. Donc on pense évidemment aux baguettes et aux couteaux et à la fourchette, qui sont des outils différents et qui pourtant ont la même fonction. Mais on a aussi également des activités qui peuvent tout à fait être ne pas imposer d'outils. En effet, il y a encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits dans le monde une utilisation qui... Enfin, pas forcément d'outils pour manger, on mange avec les mains. Donc c'est important de prendre en considération tous ces aspects-là, et l'outil en lui-même, son aspect, sa technologie, ne permet pas de restituer ça, et c'est aussi ça qui nous intéresse à travers la tracéologie et la restitution des utilisations préhistoriques. Ensuite, il y a quelque chose qui s'est développé un peu plus tard et qui est moins répandu, c'est l'analyse de résidus. On a noté sur différents sites qu'on avait des pièces qui portaient des résidus vraisemblablement qui pourraient être liés à leur utilisation, par exemple. Et donc au début, par exemple, si on avait des traces rouges comme ça, on disait que c'était de l'ocre, mais cela dit, on ne peut pas le prouver, et c'est donc la chimie qui nous permet d'affirmer qu'on est bien face à des matériaux qui ont été travaillés par l'outil à l'époque préhistorique. Donc ça, il y a différentes méthodologies pour faire ça. Donc on a des analyses élémentaires, des analyses moléculaires. Dans tous les cas, on utilise des appareils qui permettent donc de renvoyer un signal chimique selon le point qu'on a choisi sur l'outil et qui va donc renseigner sur la composition de ce matériau qui est à la surface de l'outil. Et souvent, ça permet d'une part de voir quelles ont potentiellement été les matières qui ont été travaillées. Souvent, on l'utilise de manière complémentaire à la tracéologie. Mais aussi, dans certains cas, ça peut montrer des traces d'emmanchement, parce que souvent, lorsqu'on emmanche, on va utiliser soit de la résine, soit du bitume naturel, pour pouvoir fixer la pièce, parce que sinon, si on l'insère tout simplement dans le bois, elle risque de se désolidariser. Et donc, les analyses de résidus permettent aussi parfois d'identifier ces traces et donc d'identifier un emmanchement, ce qui, pour Néandertal, il n'y a encore pas longtemps, était quelque chose d'impensable. Et donc, ensuite, on arrive à la mort de l'outil, c'est-à-dire après son abandon. Donc, qu'est-ce que l'outil devient ? Quand est-ce qu'il est jeté également ? Et comment ? Et où est-ce qu'on le retrouve ? Donc les archéologues se demandent ce qui se passe lors du séjour dans le sol, et surtout les tracéologues, quelles traces ce séjour peut laisser sur les outils. Parce qu'en effet, nous, les outils expérimentaux qu'on utilise, c'est des outils qu'on a fabriqués il n'y a pas longtemps, qu'on a utilisés il n'y a pas longtemps. Mais là, on parle d'outils qui sont parfois restés 40 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans dans le sol. Et forcément, il y a plein de processus qui vont venir altérer les traces qui nous intéressent, c'est-à-dire les traces d'utilisation. Donc on va notamment voir des traces mécaniques, par exemple le piétinement qui va concasser les bords des outils, mais également des patines, donc ici qui peuvent être liées à des réactions chimiques avec le sol ou dans l'eau. Alors ce silex était probablement noir à l'origine ou gris foncé, mais les réactions chimiques l'ont rendu blanc, et donc ça c'est mauvais signe pour le tracéologue, ça veut dire que c'est pas très bien conservé. Ou également des lustres, donc des patines très brillantes qui là aussi peuvent être dues à soit une réaction chimique ou l'effet de l'eau ou de roulement, s'il y a eu des phénomènes de crue par exemple ou de ruissellement. Et donc le tracéologue, même si ce n'est pas son objectif à la base, il peut aider les géoarchéologues, c'est-à-dire ceux qui vont notamment essayer de restituer les processus de formation des sites. Pourquoi le site s'est sédimenté ? Comment c'est arrivé ? Le tracéologue va pouvoir donner des éléments selon ce qu'il constate, notamment sur les phénomènes qui ont eu lieu sur les couches qu'il étudie. Donc on pense par exemple au ruissellement, donc l'effet de l'eau. Il peut également y avoir des effets de crue, parce que souvent les occupations se font près de rivières ou de fleuves.
On a également les éboulements. Souvent, on est dans des abris sous roches ou à l'entrée de grottes, et donc les parois peuvent s'effondrer. Et là, ça va avoir un impact très fort sur le matériel, mais aussi sur comment va se former le site, comment il va se sédimenter. Ou encore le piétinement, donc autant humains que des animaux, qui marchent sur les vestiges qu'on étudie, vont avoir un impact. Également la densité des vestiges, s'ils sont extrêmement denses, il y a plus de chances qu'ils se concassent. Et il y a encore d'autres facteurs possibles, comme la bioturbation, c'est-à-dire par exemple l'effet des vers de terre qui peuvent déplacer une quantité, un volume assez conséquent de terre, ou les insectes en général, mais également les racines des arbres qui sont autour. Et donc pour nous, ces éléments-là, ils sont extrêmement importants parce que ça nous permet de définir des couches cohérentes, de voir quels sont les processus qui ont mené à ces couches. Et souvent, quand on ne fait pas ça, en fait, on a des interprétations qui vont être fausses parce qu'en fait, on ne prend pas les bons ensembles, on ne comprend pas comment le site s'est formé, et donc on n'arrive pas forcément à le lire. Mais il faut aussi se dire que la fouille et nous, notre travail, il a également un impact sur les outils. Notamment lorsqu'on fouille, moi c'est quelque chose à laquelle je suis beaucoup confrontée. J'ai sur mes outils souvent des traces d'outils métalliques et donc vraisemblablement des truelles et des outils de dentiste que l'on utilise pour fouiller et qu'on racle contre les vestiges. Donc ça efface des traces. Et également quand on nettoie des outils, on utilise une brosse à dents. Et là aussi, ça laisse des traces microscopiques. Et là, c'est plus gênant parce qu'elles peuvent être facilement confondues avec de l'utilisation. Parce qu'on a des jolies stries bien parallèles, etc. On peut se dire que c'est un matériau abrasif. Et en fait, non, c'est lié aux brosses à dents. Également, la conservation a un rôle important. Notamment, c'est quelque chose qui se faisait pas mal à une époque, par exemple, de coller des outils sur des planches en bois pour les exposer. Alors la colle, voilà, il y a des réactions chimiques. On utilise, voilà, ça abîme les outils. On a aussi parfois des vestiges qui sont conservés tous ensemble dans des grosses caisses, et donc avec les transports, etc., ils se concassent. Ou également, quelque chose auquel j'ai été confrontée, c'est qu'en fait, il y a des collections dans les dépôts des musées qui ont tellement été manipulées qu'en fait, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui les ont étudiés, qu'en fait, ils sont complètement polis par l'effet des mains de tous les préhistoriens qui sont passés par là. Et donc, pour le tracéologue, c'est plus possible de les étudier. Et donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en considération. C'est déjà quand on fouille, en soi, on détruit un site. On ne peut plus le restituer. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des méthodes de plus en plus fines de fouille pour pouvoir le restituer, au moins virtuellement. Mais aussi, sur les vestiges en eux-mêmes, on a un fort impact. Évidemment, donc, ces différentes spécialités sont extrêmement chronophages, et donc ce n'est pas possible pour un préhistorien de toutes les maîtriser. Et donc elles sont vraiment divisées en plusieurs catégories, et c'est différents spécialistes qui utilisent tout ça. En revanche, bien sûr, il faut bien avoir à l'esprit que c'est un tout cohérent et que le but est au final de mettre en commun toutes ces données, parce que c'est ça qui nous donne des informations cohérentes sur les groupes et leur quotidien. Et évidemment, tout ça est en plus à intégrer dans un contexte plus global, un contexte environnemental, notamment avec la faune, qui est aussi un marqueur climatique, la microfaune également, ou encore l'anthracologie, donc qui s'intéresse au reste de bois, notamment dans les foyers. On peut avoir du charbon qui s'est conservé, et donc ces gens-là vont étudier les restes de bois et nous donner des informations sur le paysage, à quoi il ressemblait, quelles étaient les ressources. Et donc tout ça est intégré dans un cadre évidemment plus large. Et donc, pour vous montrer quelque chose d'un peu plus concret sur quelles sont les problématiques aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une thématique qui est extrêmement médiatisée, à savoir la chasse. Donc en effet, dès le début de la préhistoire, c'est une grande question qui a mené à beaucoup de controverses. Et aujourd'hui, on a énormément d'articles, donc souvent des articles qui ont été publiés par des chercheurs dans des grandes revues scientifiques prestigieuses, donc Science, Nature, et qui après sont énormément relayés auprès du grand public. Alors souvent, ces publications sont controversées, elles ne font pas du tout l'unanimité dans la communauté scientifique. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ces polémiques.
Mais pour aborder la question du progrès, en fait, on a, dès le départ de la préhistoire, avec cette notion voilà, d'aller vers le mieux, on a une idée qui s'est instaurée très vite et qui est très pérenne encore aujourd'hui, c'est qu'on a une évolution dans la chasse du voilà, très rudimentaire au plus efficace. Donc on a à partir de 350 000 ans les premières attestations d'outils de chasse, donc notamment des épieux en bois ou encore des hastes. Puis après, vers 18 000 ans, on a les premières attestations de propulseurs, donc avec les propulseurs magdaléniens notamment, qui sont très connus pour être ornés, etc. Et ensuite, plutôt vers le Mésolithique, vers 11 000, la chasse à l'arc qui apparaîtrait et qui permettrait d'envoyer plus loin, de prendre moins de risques aussi par rapport à l'animal, et donc qui serait plus efficace que les techniques précédentes. Or, cette vision-là, c'est quelque chose qui nous est vraiment propre, parce que nos outils, en effet, ils évoluent pour aller de l'invention jusqu'à toujours plus d'innovation pour l'améliorer, le rendre plus fonctionnel, plus efficace, plus pratique. Mais là, on parle de parfois 350 000 ans d'histoire, et donc ce n'est pas du tout la même échelle. Et on se dit, si une technique a duré 350 000 ans, c'est que sûrement elle devait marcher, parce que sinon on l'aurait abandonnée assez rapidement, ou les populations n'auraient pas survécu. Et c'est un problème également, cette théorie-là, parce que les préhistoriens ont très tôt fait le lien entre préhistoire et ethnographie, et ça allait dans les deux sens, c'est-à-dire que notamment voilà, Alain Testard, qui était un très grand anthropologue qui a fait ce pont-là entre ethnographie et préhistoire, disait par exemple des aborigènes que l'Australie semblait participer d'un stade technique plus archaïque parce qu'ils utilisent des propulseurs et pas l'arc et la flèche. Et donc ça veut dire que l'humanité en fait serait vouée à avoir une même évolution technique, et que ceux qui ne sont pas arrivés au stade le plus avancé de l'évolution technique seraient archaïques. Donc évidemment, aujourd'hui, c'est des conceptions qui nous posent problème pour plein de raisons, mais si on les remet en cause pour les sociétés actuelles, on peut également les remettre en cause pour les sociétés passées. Donc déjà, le fait que Néandertal ait pu chasser, ça a été un grand sujet de débat, notamment dans la moitié du siècle dernier, où l'école française était plutôt d'avis que Néandertal avait chassé, en effet, et l'école anglo-saxonne, qui, elle, était convaincue que Néandertal était un charognard. Mais grâce à certaines découvertes, donc on a pu, des découvertes qui sont exceptionnelles, on a pu identifier que Néandertal était bien chasseur, en tout cas certains groupes. On a notamment découvert des épieux en bois dans des contextes tout à fait exceptionnels. Le bois, ça disparaît toujours. Dans les sites archéologiques, il faut vraiment des conditions voilà, qui sont très rares pour qu'ils se conservent, et donc des épieux qui sont datés à moins de 300 000 ans. On a également trouvé une pointe lithique datée de 70 000 avant le présent, fichée dans une vertèbre d'âne africain sauvage. Et donc là, c'est des preuves assez irréfutables que Néandertal a bien chassé. Et donc on a potentiellement deux techniques qui coexistent. On a d'une part les épieux, donc uniquement des sortes de lances en bois qui sont tout simplement appointées, ou alors des hastes, c'est-à-dire des pointes lithiques qui sont insérées dans des manches en bois. Et ce qui nous intéresse, parce que évidemment, donc, là je vous ai parlé de quelques exemples exceptionnels de conservation, mais les tracéologues évidemment s'intéressent également à ce qu'on peut dire de ces outils, est-ce qu'on peut les identifier même si on n'a pas ces contextes de conservation. Et donc les tracéologues se sont vite intéressés à la question des armatures et ont testé dans le cadre d'expérimentation différents modes de propulsion pour voir les traces que ça produisait. Est-ce qu'on a des traces caractéristiques ? Est-ce qu'on peut identifier de manière sûre des traces qui seraient liées à la chasse ou non ? Et ensuite, est-ce qu'il y a aussi des différences de traces entre différents modes de propulsion ? Est-ce qu'une lance va laisser d'autres traces que si on met la pointe sur une flèche ? Donc assez rapidement, on a eu des premières études, donc parfois qui étaient qui ont été pas mal controversées, notamment sur le fait que
Tout simplement, si on a des traces d'impact, ce n'est pas forcément lié à la chasse. Et c'est encore une question qui fait débat. En fait, il y a plein de choses qui peuvent laisser des traces très semblables, parce qu'au final, une trace, c'est tout simplement la preuve d'un contact entre deux matériaux, mais on ne peut pas... Enfin, ce n'est pas une machine à remonter le temps non plus. Et donc, on a commencé à mettre en place des critères de plus en plus élaborés pour identifier de manière fiable ces traces d'utilisation donc liées à la chasse. Là aussi, les analyses de résidus ont particulièrement appuyé cette démarche, vu qu'on a mis en évidence, en effet, sur des pièces qui portaient un impact, des traces de bitume ou de résine, et qui ont permis donc de confirmer cette théorie-là. Cependant, la chasse, c'est quelque chose qui est énormément valorisé dans les études, et souvent on s'intéresse beaucoup à ça. Et quand on traite ces questions-là, on a souvent beaucoup de visibilité dans la communauté scientifique ou même auprès du grand public. Et donc les meilleurs spécialistes de ces questions ont alerté la communauté scientifique sur le fait qu'on est encore trop peu transparent sur nos méthodes d'analyse, sur nos données. Les données ne sont pas forcément publiées telles quelles, donc il faut croire le chercheur sur parole, souvent quand il dit qu'en effet, il a montré qu'il y avait de la chasse sur son site. Et donc c'est aussi bien sûr une mise en garde pour autant les spécialistes que le grand public. Ce n'est pas parce que quelque chose est publié dans une revue extrêmement sérieuse que forcément la communauté scientifique est d'accord et qu'il y a les preuves nécessaires pour avancer ce genre d'argument. Qui plus est, donc ces chercheurs vraiment spécialisés dans ces questions-là de projection, mais il y a un labo d'ailleurs qui est dédié à la tracéologie à Liège, ont mis en place différentes expérimentations tracéologiques, mais qui avaient également pour but d'avoir une nouvelle méthodologie qui pourrait tester l'efficacité. Et donc ils ont employé la balistique avec l'école royale militaire de Belgique. Donc ils ont travaillé en collaboration avec les matériaux qu'a l'école militaire, l'infrastructure qu'a l'école militaire, et donc ils ont établi un protocole expérimental où ils avaient une caméra donc, qui prend 7000 images par seconde, qui permet d'avoir de gros ralentis et donc de bien voir comment les pointes lithiques rentrent dans le gel balistique, donc parce que on n'utilise pas à chaque fois des animaux morts et il faut trouver des matériaux de remplacement. Et ils ont aussi utilisé une pendule balistique donc qui permet de mesurer le mouvement produit par l'impact et qui permet donc de calculer l'énergie de la projection. Ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'en réalité, on n'a pas de différence significative entre les différentes techniques de chasse. C'est plus ou moins la même énergie. Si elles sont projetées, parce que bien sûr pour les astes et les épieux, il y a la question aussi, est-ce qu'elles sont utilisées enfoncées directement dans l'animal et donc dans un corps à corps, ou est-ce qu'elles sont projetées et dans la projection, il est apparu qu'il y avait la même force que pour les propulseurs et notamment que pour l'arc, et que c'était tout aussi efficace. Et notamment pour le haste tenu en main, ils ont montré qu'en fait, ça avait 3 fois plus d'énergie que des balles de calibre 357. Et donc, ça peut être extrêmement efficace. Et voilà, donc, grâce à cette étude, ils ont vraiment permis de remettre en cause cette croyance d'une évolution humaine qui aurait mené d'un moins bien à un mieux à travers la technique. Donc voilà, tout ça, je vais d'abord rester là-dessus. Donc ça nous invite notamment à penser pourquoi il y a des changements, pourquoi il y a des innovations techniques durant la préhistoire, pourquoi on décide de changer quelque chose qui marche bien. Et donc ça interroge sur des facteurs qui sont complètement extérieurs. Donc d'une part l'environnement, la démographie, les espèces disponibles, parce qu'en fait, chaque espèce va avoir ses particularités. Et lors de la chasse, il faut s'adapter à l'éthologie de l'animal. Donc, notamment, est-ce que l'animal se
se déplace en groupe. Est-ce qu'il est migrateur? S'il est migrateur, il faut le suivre, ou alors il faut l'attendre à certains endroits, à certains moments de l'année. Est-ce que c'est plutôt des animaux solitaires? Et donc ça, tout ça va avoir des conséquences très importantes sur l'organisation des groupes, leur stratégie de mobilité. Et donc ça peut expliquer que des changements, quelle que soit leur nature, puissent provoquer des innovations techniques parce qu'on trouve quelque chose qui est davantage adapté à notre mode de vie et l'environnement dans lequel on évolue. Donc tout ça, voilà, pour dire que voilà, le progrès technique aujourd'hui, c'est quelque chose auquel certains préhistoriens croient encore, mais d'autres beaucoup moins. On le remet beaucoup en question. Et notamment, voilà, ce qu'on retient aujourd'hui de la préhistoire, c'est surtout, et de tout ce débat progrès ou non, c'est qu'il faut toujours prendre en compte le contexte de la technique, parce qu'une technique est là pour répondre à des besoins, et il faut parfois les adapter selon les changements qui apparaissent. Et les groupes humains ne sont pas confrontés du tout aux mêmes ressources, aux mêmes besoins, aux mêmes environnements. Et bien sûr, il ne faut pas enlever de tout ça non plus l'histoire vraiment des groupes humains, une histoire cumulative où les groupes ont une histoire, ont une mémoire, ont des traditions qui sont profondément culturelles et ancrées. Et là aussi, on ne peut pas forcément parler de progrès technique. Par exemple, le fait de décorer des propulseurs et de faire des jolis bouquetins, ça n'améliore pas l'efficacité de l'outil. Et c'est également quelque chose à prendre en compte dans cette diversité et de ne pas essayer forcément de l'ordonner, de la classer, de lui donner un sens évolutif comme on le faisait autrefois. Et voilà, nous, notre intérêt en tant que préhistorien, désormais, c'est vraiment de restituer ces modes de vie et notamment toute leur diversité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sur la pétroarchéologie qui est évoquée du coup, c'est une question. On voit effectivement qu'on a la capacité d'analyser finement les silex, les différents matériaux sur un proche. Oui. On ne va pas parler que des silex pour comprendre leur mobilité à sein des territoires par les groupes paléolithiques. Les couleurs ont-elles vraiment une évidence ou une distinction dans leur désignation géographique? Non, pas du tout. En fait, il y a des silex qui viennent de même formation et qui peuvent avoir des couleurs tout à fait différentes. Et c'est pour ça qu'on se méfie beaucoup de l'aspect de la roche en elle-même. Moi, par exemple, je ne suis pas capable d'identifier une roche et sa provenance, sa nature. Donc, on utilise... moi, je m'intéresse plutôt aux propriétés des roches. Donc, par exemple, le quartz. Souvent, ça a été vu comme une matière pas très belle et on n'aimait pas l'étudier. Mais d'un point de vue fonctionnel, ça peut avoir un intérêt, même si c'est moins joli que du silex. Mais oui, voilà, moi je m'intéresse aux matières premières, mais il faut se reposer sur la pétrographie parce que on n'est pas en capacité d'identifier ça d'un coup d'œil, quoi. Oui. Vous semblez dire que l'homme préhistorique n'était pas chasseur avant 350 000 ans. Non, pas du tout. C'est plutôt que la première preuve vraiment d'un outil qui a été utilisé pour la chasse date d'environ 350 000. Mais on ne sait pas bien ce qu'il en était avant. Et puis on peut très bien avoir aussi une coexistence d'opportunisme, donc de charognage, et de chasse. Ça dépend. Et puis en plus, il y a quelque chose qui peut difficilement être abordé en préhistoire, mais qui sûrement a existé. C'est le piégeage aussi. Et notamment, on a quelques sites où on voit que peut-être les groupes ont pu essayer de pousser des troupeaux dans un endroit qui menait à une falaise pour ensuite qu'ils tombent et qu'ils puissent les récupérer en bas. Donc tout ça, c'est des stratégies qui sont difficiles à démontrer, qu'on ne peut pas montrer vraiment par le matériel, parce que les pièges, souvent, c'est dans des matériaux périssables, et donc on n'en a pas de traces, en tout cas pour les périodes que j'étudie. Et donc voilà. Mais dans tous les cas, oui, ça a très bien pu exister avant. C'est juste qu'on a tellement peu... au final, on
on a très peu de sites par rapport à tout ce temps d'humanité dans le monde. Et donc, on n'a pas du tout tous les éléments. Et voilà. Mais dans tous les cas, pendant des millions d'années, l'homme aurait été omnivore ou il s'est contenté que de cueillir? Alors ça, c'est un grand débat, qui est plutôt voilà, un débat de paléanthropologue, voire de primatologue, ou de paléontologue. Je ne sais pas exactement ce qui se dit aujourd'hui, quelles sont les plus récentes nouveautés, mais il semblerait voilà, qu'il y ait une distinction entre plusieurs espèces de grands primates, et que certains, encore aujourd'hui, certains sont en partie omnivores ou insectivores, ou d'autres complètement herbivores, et qu'ensuite, voilà, différents groupes auraient pris différents chemins, et c'est assez vraisemblable que ça ait commencé par du charognage, parce que dans l'évolution, voilà, si on se met à avoir un certain comportement, donc pour répondre à des contraintes environnementales, les attributs physiques ne vont pas forcément aller avec, et donc les premiers singes qui auraient consommé de la viande n'auraient peut-être pas eu les capacités de chasser, et auraient donc eu besoin d'être charognards. Mais je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Chez les singes actuels, qu'est-ce qu'on observe comme comportement? Il me semble bien qu'ils mangent de la viande et qu'ils piègent des animaux. Oui, tout à fait. Il y a de la collecte. Et oui, en effet, il me semble qu'il y a des vraies stratégies voilà, de chasse. Enfin, de chasse, oui. De piégeage ou quoi. Ouais, oui. Je ne sais pas quoi dire de plus. Justement, ça rejoint la question que je voulais vous poser à propos de l'utilisation ou des traces qu'on aurait pu relever sur les choppers ou les galets aménagés. Oui. Est-ce que une projection, un jet de pierre, ça pouvait être aussi envisagé comme méthode de chasse? Alors c'est dur d'exclure catégoriquement des hypothèses. Le problème, c'est que plus on remonte dans le temps, et plus, donc ce que je disais tout à l'heure, la taphonomie, le processus de formation des sites, on va avoir de plus en plus de mal à identifier les traces d'utilisation. Déjà pour moi, au Paléolithique moyen, moi je suis vers la fin, donc entre 70 000 et 40 000. Là déjà c'est très compliqué. Souvent sur les sites, on a assez peu de matériel exploitable, parfois pas du tout. Et pour des périodes très anciennes, et en plus aussi anciennes que ça, c'est compliqué. Après, dans quelques cas, il y a des études tracéologiques qui ont marché, où il y avait des traces conservées, mais il n'y a pas eu de traces d'impact reconnues. Mais ça ne veut pas dire que voilà, ils n'utilisaient pas des épieux en bois qu'on n'a pas retrouvés, ou d'autres stratégies de piégeage. Voilà. Une question qu'on se pose tous. Est-ce que Néandertal chassait le mammouth? Ça dépend où. Il l'a moins chassé que d'autres. Après, ça dépend vraiment des périodes. Le mammouth, on le retrouve jusqu'au Mésolithique. Sur quelques sites, moi j'ai déjà fouillé du mammouth. C'est assez exceptionnel, mais c'est vrai que notamment dans nos régions, dans le sud-ouest, c'est assez rare. Il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt voilà, des périodes plus récentes comme le Magdalénien. Il me semble qu'il y en a pas mal. Voilà, on va le retrouver. Mais c'est vrai que cette image de Néandertal et le mammouth, c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif. On a surtout, en fait, il y a plein d'espèces différentes qui sont chassées, notamment le cheval, le bison, le renne. Et là, encore une fois, c'est des espèces qui ont des éthologies complètement différentes, des comportements différents. Et donc, il y a une vraie diversité des comportements de chasse de Néandertal, vraisemblablement, parce qu'on est obligé de s'adapter au comportement de l'animal. Dans la région du Danube, où on a retrouvé ces fameuses constructions à base de défense de mammouth, c'est quel type de chasseur? Quel type? C'était les outils qu'ils utilisent? Quelle race, enfin, quel homo était là? Alors, si on parle du même, c'est Sapiens. C'est en Allemagne, c'est ça, ce dont vous parlez? Le Danube, plutôt de l'autre côté des Alpes. D'accord. Oui, ça me dit quelque chose. C'est plutôt, ouais, il me semble que c'est plutôt Sapiens. Après, il y a quelques évidences d'architecture, quelque sorte, ou en tout cas de cabanes, etc., pour Néandertal.
Mais bon, on connaît très très peu, et là encore, c'est vraiment des contextes exceptionnels qui nous permettent de montrer ça. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre pour les défenses de mammouth. C'est peut-être... Votre travail, finalement, il est plus sur site ou plus au microscope? Un peu des deux. Moi, j'aime beaucoup... J'aime bien le travail manuel, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de l'archéologie et de l'expérimentation en plus. Et c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui parfois ne font même pas réellement d'archéologie et qui sont uniquement dans les laboratoires. Mais souvent, on perd énormément d'informations parce que justement, dans ce que je vous disais sur le processus de formation des sites, en fait, c'est très dur de se rendre compte d'à quoi ressemble un site et quelles sont ses particularités sans y avoir été, sans avoir discuté avec l'équipe scientifique, avec les fouilleurs. Et donc, c'est important de garder du terrain. Et en plus, c'est là où on a les conversations les plus intéressantes entre collègues parce que voilà, on reste un mois ensemble, on cohabite, etc. Et donc, au final, on a plus d'interactions que dans un laboratoire où parfois on déprime un peu et on est tout seul. Et c'est un peu triste. Oui. Une question, c'est sur l'analyse moléculaire. Est-ce que vous pourriez dire en quoi ça consiste? Parce que vous êtes passé vite. Oui. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais c'est plutôt la tracéologie. Donc, les analyses moléculaires, c'est quelque chose qui est utilisé depuis assez peu, depuis moins longtemps que les analyses élémentaires. Mais en fait, c'est assez complémentaire. Ça ne va pas donner les mêmes informations, ça ne va pas renvoyer les mêmes signaux. Et donc, souvent, c'est utilisé quand il y a les moyens. Parce que c'est aussi des équipements qui coûtent très cher. Et souvent, il faut payer pour aller étudier sur ce microscope dans un laboratoire. Donc c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore très utilisé. Mais voilà, souvent, dans l'IDS, c'est utilisé en complément, et en plus en complément à la tracéologie, quoi. Le principe, c'est donc qu'on va avoir que le microscope va renvoyer un signal. Donc là, c'est un spectromètre. Pardon? Un spectromètre ou un spectromètre? Non, un spectromètre. C'est dur à dire comme mot. Et donc, c'est vraiment utilisé pour la chimie. Et donc, ça va renvoyer un signal. On va avoir plusieurs molécules. Et en gros, il y aura une signature chimique. Et on va voir quelle est la composition moléculaire des matériaux. Ça va notamment permettre de voir si on est face à une protéine, si on est face à un lipide, etc. L'autre question que j'avais, c'était, parce qu'au sujet de Néandertal, on a donc apparemment des outils de chasse, mais est-ce qu'on a des outils de cueil? Je pense, enfin en tout cas pour les végétaux, je pense par exemple au râteau pour une myrtille par exemple. Oui. Alors c'est dur à déterminer. Souvent, ce qu'on retrouve beaucoup en ethnographie, c'est les bâtons à fouir, mais c'est en bois. Donc ça, on ne le retrouve malheureusement pas, à part pour des périodes plus récentes, comme le Mésolithique, on en connaît. Et après, c'est vrai aussi que dans nos référentiels, dans nos expérimentations, souvent, on s'intéresse à des questions qui nous semblent évidentes, comme la boucherie, le travail du bois, etc. Et il y a des utilisations auxquelles on pense moins, comme en effet tous ces outils de collecte. Et en fait, peut-être qu'on passe complètement à côté de certains outils qui ont été utilisés dans ce cadre-là parce qu'on ne pense pas forcément à ça et on n'a pas les référentiels adaptés, quoi. Les traces d'anthropophagie. Oui. Avérées. Alors, sur un silex, ce n'est pas possible de déterminer quelle est l'espèce consommée. On voit tout simplement si c'est des matériaux durs, mous, etc. Donc la tracéologie, pour ça, n'aide pas. Mais l'anthropophagie, oui, c'est quelque chose qui a existé. Après, il y a des débats sur est-ce que c'est alimentaire, est-ce que c'est symbolique, rituel, etc. Mais Modification environnementale, c'est l'article que j'ai lu cette semaine. D'accord. Ça parlait de... Néandertal, justement. On en a trouvé dans une grotte particulièrement. C'est pas si récent que ça, en fait. Oui. C'est pas sur la plaine, c'est plus entre deux périodes glaciaires. À un moment donné, il y avait un réchauffement. Et donc, les Néandertals avaient moins à manger. Et ils ont effectivement mangé. Il y a des traces d'anthropophagie, Ouais. qui sont, semble-t-il, dues à cette modification environnementale. Alors c'est assez dur d'affirmer des hypothèses comme ça, de vraiment départager, mais en ce moment, notamment, on a une thèse dans notre laboratoire
Ou oui, Jacques Jobert, ouais. On a un doctorant dans notre laboratoire qui travaille sur ces questions-là, en Russie notamment, et qui essaye de voir si les stries de boucherie, donc quand on fait de la boucherie, le silex, il va rentrer en contact avec l'os, et donc ça va laisser des stries caractéristiques. Et grâce à ces stries, on peut essayer de restituer, notamment, est-ce qu'on a essayé de prélever la peau pour peut-être la traiter, comment on a coupé. On peut également identifier si la viande est prélevée de telle manière à la sécher en lanière. Et donc ce doctorant essaye de voir si les techniques de boucherie sont les mêmes sur les animaux consommés et sur les restes humains, pour voir si en effet on peut parler de quelque chose de purement alimentaire ou si c'est différent et que ce serait plutôt de l'ordre du rituel ou symbolique. Et après, si c'est rituel ou symbolique, on ne peut pas savoir si c'est contre les personnes qui ont été consommées ou si c'est parce qu'on les aimait bien, parce que voilà. J'ai une autre question. Oui. C'est sur la morphologie des Néandertaliens était un petit peu différente de ceux des hommes sapiens. Ouais. Et donc quand vous faites des expérimentations et que c'est Sapiens qui fait les mouvements, est-ce que c'est pris en compte cette différence et comment on compense ou pas? Alors c'est vrai que c'est difficile, on sait qu'il n'avait pas la même corpulence que nous, et en plus, même sans parler d'espèces différentes, quand on fait des choses chaque jour, par exemple lancer des hastes, forcément on va développer une musculature qui est beaucoup plus adaptée, et donc nous on sait très bien qu'on n'a pas que c'est assez limité. J'ai pensé à ça Ouais. en voyant le monsieur Oui. dans l'image qui n'avait pas l'air très... Ah si, c'est un grand gaillard. Et oui, bien sûr, on en a conscience. Après, c'est dur de pallier à ça. Mais en effet, c'est pour ça que toutes ces théories sur une prétendue efficacité, en fait, pour nous, on ne peut pas vraiment l'évaluer parce que, en fait, on ne fait pas ça tous les jours, d'une part, et en plus, on n'a pas la même corpulence, les mêmes attributs physiques. Et donc, c'est des questions qui sont difficiles à aborder, quoi. Après, là, comme c'était une expérimentation où la même personne a testé plusieurs modes de propulsion, avec sa force à lui, ça a donné ça, quoi. Mais bien sûr, probablement, les Néandertaliens jetaient des bouts de bois bien plus forts que nous, quoi. Et sur un outil quelconque, vous ne pouvez pas savoir s'il a été utilisé par un Néandertalien ou par un Homo sapiens. Non, c'est pas possible d'identifier. En fait, c'est vraiment, il faut se dire que ce qu'on étudie, c'est juste le contact entre deux matières. Et donc, notre peau et la chair, ça a les mêmes propriétés qu'une peau, une chair de sapiens, en tout cas, voilà, à cette échelle-là. Et du coup, c'est pas du tout possible pour nous de distinguer. Mais il y a d'autres méthodes qui existent pour ça, mais c'est pas avec l'outillage, quoi. Sur la tracéo, donc, il est évoqué le côté où, quand on met des coups de truelle, des coups de scalpel, d'outils de dentiste sur le silex, ça laisse des traces. Nous, quand on les nettoie, effectivement, avec des brossages. Est-ce qu'on peut les tenir à la main, les silex, sans y laisser finalement un poli, un lustrage, Ouais. gras? Oui, c'est assez... déjà, nous, quand on étudie une pièce, on la lave toujours à l'acétone. Parce que justement, en fait, rien qu'en le touchant, en fait, nos mains sont extrêmement grasses, même si on ne s'en rend pas très bien compte. Et donc, ça peut complètement fausser les données. Et comme je le disais, dans les musées, voilà, il y a les collections qui ont été manipulées par plein de chercheurs différents. En fait, elles sont inexploitables par la tracéologie parce qu'il y a eu trop de manipulations. Donc, nous, en tant que tracéologues, on essaye de faire attention à ça. On met des gants quand on travaille, même si, parfois... on oublie, on n'a pas envie, etc. Parfois, c'est pas très rigoureux. Mais voilà, c'est sûr que c'est des questions qui se posent. Et dans tous les cas, c'est sûr que si nous, on manipule, on étudie, et même rien qu'extraire du sol, en fait, on altère l'objet. Et donc, on essaie de trouver des solutions qui sont les moins destructrices. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'on les altère. Pour vous, il est préférable de travailler sur ce que j'appellerais de la matière fraîche, quoi. C'est-à-dire les découvertes récentes, oui. Plutôt que sur... En fait aussi parce que, comme je le disais, la tracéologie, en fait, on a besoin de données de plein de champs disciplinaires différents.
Donc déjà les autres spécialistes de l'outillage, mais aussi ceux qui travaillent sur le bois, sur la faune, etc. Et souvent, en fait, dans les fouilles anciennes, c'est surtout les roches qui ont été prélevées, et puis celles qui sont belles. On n'a pas forcément quelque chose de représentatif. Également, maintenant, on utilise donc des tachéomètres qui permettent de prendre les coordonnées spatiales d'un objet, ce qui permet donc de virtuellement restituer le site, même si on a tout enlevé. Et à l'époque, ce n'était pas le cas, ou rarement le cas. Et donc, il y a plein d'informations qui sont extrêmement importantes pour nous, qui ne sont pas là. Après, ça ne veut pas dire que c'est inétudiable, mais c'est sûr que c'est préférable d'avoir le plus d'informations possible, quoi. Et est-ce que c'est utilisable pour des périodes plus récentes aussi? La tracéologie? Oui, bah, complètement. En fait, c'est vraiment juste le principe que deux matériaux qui rentrent en contact laissent des traces. C'est d'ailleurs une discipline dans l'industrie, ça s'appelle la tribologie. Et oui, ça peut être fait sur n'importe quel matériau, mais c'est vrai que ça a été plus développé en préhistoire. C'est des préhistoriens qui ont développé cette méthode-là, mais après, ça a été rapidement transposé à l'os également, au métal, etc. Mais c'est vrai que c'est moins développé. Mais même en tant que préhistorien, au final, on se concentre énormément sur le silex. Mais souvent, dans des périodes anciennes, c'est assez anecdotique, en fait, l'utilisation du silex. Il y a plein d'autres roches qui sont utilisées. Mais c'est plus dur pour nous parce que, justement, ce n'est pas étudié depuis des années. Il n'y a pas beaucoup de référentiels. Et du coup, ouais, on a beaucoup de limites. C'est extrêmement chronophage de faire tout ça. Et donc, ça avance petit à petit quand il y a de l'intérêt aussi des étudiants, des chercheurs, etc. Ouais. Oui. Ça me fait penser au fait que, est-ce qu'ils vous demandent parfois de l'aide les enquêteurs, parce que là vous parlez de tracéologie avec le contact. Oui. Du coup, ça pourrait être totalement utilisable, ces méthodes, sur des enquêtes Oui. policières. Est-ce que Ouais. vous avez des fois des... En fait, c'est dans l'autre sens que ça marche souvent. C'est nous, on s'inspire beaucoup de choses qui se font ailleurs et on reprend comme même les outils qu'on utilise en fouille, c'est des outils de dentiste, des brosses à dents, des truelles, c'est pas des outils d'archéologue en soi, c'est emprunté. Et pour les méthodes, c'est assez similaire parce que nous, justement, les faunistes, surtout les archéozoologues, s'intéressent pas mal à la médecine légale parce que justement, ils ont évidemment beaucoup plus de budget que nous. Et donc, ils ont des méthodologies et des instruments qui sont extrêmement performants. Et ils font plein d'expérimentations, notamment sur est-ce qu'on peut reconnaître différents types de couteaux à travers justement les stries de boucherie. Et donc là, ils utilisent des technologies assez innovantes pour faire la microtopographie, pour voir si ça colle avec certains types de lames, etc. Et donc c'est plutôt les archéozoologues qui s'inspirent de tout ça pour leurs études. Ouais. On ne fait pas très souvent appel à nous, en général. Allez, mot de la fin. Du coup, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je crois que c'est la dernière des conférences avant l'été. Du coup, ça reprendra nos cycles de conférences à partir de septembre. On aura l'occasion d'accueillir Laurent Bruxelles, géoarchéologue connu à l'échelle européenne, même mondiale. On aura l'occasion également d'accueillir Ludovic Slimak, qui viendra parler des Néandertaliens également aussi. Enfin, plein de choses encore à voir ici au sein du musée. Donc n'hésitez pas à suivre notre actualité pour qu'on vous retrouve en fait tout